Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce deuxième rendez-vous avec la STGO. Je remercie tout le comité d'organisation ainsi que toute la présence. Je pense qu'au cours des 2 premières journées consacrées à la médecine de la reproduction, les différents aspects biologiques, cliniques et thérapeutiques de l'infertilité ont été bien détaillés par les différents experts. Aujourd'hui, on va aborder l'aspect génétique de l'infertilité masculine. En l'occurrence, on va parler des différents tests disponibles qu'on peut offrir à nos patients et leur rendement diagnostique à travers notre expérience dans l'équipe de génétique à l'hôpital Montgislim. Donc, l'infertilité est une condition qui est fréquente. Une origine masculine est retrouvée dans à peu près la moitié des cas à travers le monde. Ça constitue un motif fréquent de consultation en génétique. Il s'agit d'une situation multifactorielle dont l'implication génétique a été déterminée dans pas mal de catégories étiologiques. Les causes génétiques sont retrouvées dans tous les types d'infertilité masculine, à savoir l'infertilité pré-testiculaire, testiculaire et post-testiculaire. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 200 troubles génétiques qui sont associés à une fertilité masculine. Toutefois, une étiologie génétique serait impliquée dans uniquement 15% des cas. Donc, les anomalies du spermogramme peuvent refléter une infertilité masculine dans à peu près la moitié des cas de ces patients, mais une étiologie génétique n'est retrouvée que dans environ 4% des cas avec les tests classiques, à savoir le karyotype, la microdélétion AZF et l'étude du gène CFTR. La grande majorité des étiologies restent donc méconnues dans 50 à 60% des cas. Ceci serait expliqué par la grande hétérogénéité génétique de ces troubles-là. Alors, quand est-ce qu'il faudra penser à une origine génétique? Il faut penser à une étiologie génétique devant une infertilité masculine, devant une anomalie du spermogramme. Donc, certaines anomalies quantitatives ou morphologiques sont très indicatrices d'un trouble génétique, devant une infertilité syndromique, donc associée à une dysmorphie faciale, une malformation congénitale ou une déficience intellectuelle, devant certains troubles hormonaux congénitaux et devant le caractère familial de l'infertilité. Est-ce qu'il est nécessaire de réaliser la confirmation génétique? La réponse est oui, pour 3 raisons. Donc, l'exploration génétique a 3 intérêts majeurs. D'abord, ça permet de confirmer le diagnostic étiologique, ce qui va permettre de donner une prise en charge adaptée aux patients, tels que les patients présentant un syndrome de Klinefelter et qui nécessitent une prise en charge spécifique. Également, ça a un intérêt pronostique pour les chances de la réussite en PMA. Et finalement, ça permet de donner un conseil génétique adéquat aux patients par rapport au risque de la transmission de l'infertilité ou d'autres anomalies génétiques à la descendance, mais également un conseil génétique pour toute la famille du patient qui consulte. Aujourd'hui, on vit une grande révolution dans les techniques d'exploration du génome, également dans le domaine de l'infertilité masculine, depuis le karyotype qui était longtemps resté le seul test à offrir pour ces patients jusqu'au séquençage de nouvelles générations depuis à peu près une décade. Donc, avec cette révolution dans le domaine technologique, il y a eu une ascension du nombre de gènes découverts et qui seraient impliqués dans l'infertilité masculine. Donc, quel test on va choisir pour quel phénotype devant une infertilité masculine? On va essayer de répondre à cette question à travers la réponse de à travers l'expérience de notre service, donc à travers l'étude des patients qui nous ont été adressés pour infertilité masculine et une anomalie du spermogramme depuis le début de l'activité de notre service en mars 2012 jusqu'au mois de juillet dernier. Le test génétique était offert devant 2 types d'anomalies du spermogramme, les anomalies quantitatives, à savoir la zoospermie non obstructive, la cryptozoospermie, l'oligospermie
isolées ou bien associées à l'altération d'autres facteurs, et également aux anomalies morphologiques des spermatozoïdes, les tératozoospermies, lorsqu'elles sont monomorphes, en l'occurrence deux types de tératozoospermies, les spermatozoïdes macrocéphales et la globozoospermie. Dans notre laboratoire, malheureusement, on ne fait pas les tests génétiques pour les anomalies quantitatives d'origine obstructive et les étiologies prétesticulaires. Donc, quels sont les tests qu'on peut offrir à nos patients? D'abord, le gold standard, c'est le cariotype qui est indiqué devant toute anomalie du spermogramme pour mettre en évidence une anomalie quantitative, une anomalie de nombre ou de structure des chromosomes. Un deuxième outil de cytogénétique est l'hybridation in situ fluorescente. C'est une technique de cytogénétique qui est indiquée en deuxième intention pour l'étude complémentaire devant certaines anomalies retrouvées au cariotype, telles que, par exemple, pour rechercher la localisation du gène SRY. Donc, c'est une technique qui repose sur l'utilisation d'une petite séquence d'ADN qui est fluorescente, spécifique de la région qu'on voudrait étudier. On peut également offrir des outils de biologie moléculaire, en l'occurrence la PCR, pour amplifier des régions bien particulières, bien spécifiques du génome, telles que le gène SRY par exemple, en utilisant une paire d'amorces spécifiques. Et après électrophorèse sur gel d'agarose, on va voir est-ce qu'il y a présence, est-ce qu'il y a amplification ou non du gène SRY. Une autre variante de PCR, c'est la PCR multiplex, qui est employée pour l'étude des microdélétions du chromosome Y sur le bras lent du chromosome Y, et ça repose sur l'utilisation de 6 marqueurs STS répartis sur les 3 régions impliquées dans la zoospermie, à savoir les régions AZF-A, AZF-B et AZF-C. Donc ce test est indiqué en cas d'azoospermie ou d'anomalie quantitative sévère avec un cariotype normal. Le séquençage sans guerre est une étude, est un test qui permet de séquencer la séquence d'un petit fragment d'ADN de façon spécifique. On l'a utilisé pour 2 indications. La première, c'est pour rechercher la mutation récurrente au niveau du gène ORC chez les patients qui présentent un syndrome de spermatozoïde macrocéphale par l'amplification et le séquençage du 3e exon de ce gène. Également, on a opté pour le séquençage classique sans guerre pour l'étude de l'exon 4 du gène NR5A1 dont les mutations au niveau de cet exon-là sont impliquées dans l'infertilité masculine isolée. Donc ce test était adressé aux patients qui avaient une anomalie quantitative sévère du spermogramme avec un cariotype normal et une absence de microdélétion AZF. La technique de MLPA a été utilisée pour un seul patient de notre série. Malheureusement, c'est un test qui n'est pas réalisé pour le moment chez nous. Et le test a été réalisé à titre gracieux dans le laboratoire du professeur Ray. Et c'est une technique qui permet de mettre en évidence les duplications et les délétions intragéniques. En l'occurrence, on a opté pour ce test pour la recherche des réarrangements du gène DPY19L2 chez un patient qui avait une globozoospermie monomorphe. Donc, pour résumer, notre stratégie diagnostique était de commencer par un cariotype standard en première intention pour les anomalies quantitatives et les tératospermies monomorphes au niveau du spermogramme, à la recherche d'une anomalie de nombre ou de structure pour les anomalies quantitatives et d'une anomalie chromosomique de structure pour les tératospermies monomorphes. Si le cariotype était normal et si l'anomalie quantitative était sévère, on passait à la recherche d'une microdélétion du gène de la région AZF. Et en cas d'absence de cette dernière, une recherche de la mutation au niveau du gène NR5A1 de l'exon 4 était indiquée. Pour la deuxième catégorie, lorsque le cariotype était normal, on a opté pour la recherche de la mutation récurrente au niveau du gène ORC en cas de macrozoospermie et de la recherche du réarrangement au niveau du gène DPY19L2 pour les globozoospermies. Donc, en tout, nous avons pu explorer 467 patients, dont la majorité présentaient des anomalies quantitatives du spermogramme, donc 454
patients. Uniquement 13 patients présentaient une tératozoospermie monomorphe, 9 avec une macrozoospermie et 4 avec une globozoospermie. Dans la série totale, la zoospermie était l'anomalie majoritaire retrouvée dans 55% des cas. Au moment de la consultation, les données concernant le résultat de l'histologie de la biopsie testiculaire étaient disponibles uniquement pour 25 patients et elle a montré, donc elle a mis en évidence une biopsie négative chez 9 patients, un syndrome de Sertoli-Cell en Lee syndrome donc chez 2 patients, une hyalinisation et une atrophie mixte également chacune chez 2 patients, un arrêt de la spermatogenèse chez 6 patients et une hypospermatogénèse chez 4 autres patients. Concernant les résultats génétiques, donc pour le cariotype, il nous a permis de mettre en évidence 39 anomalies, donc des anomalies chez 39 patients, ce qui correspond à un rendement diagnostique de 8,3%. Il s'agissait d'anomalies de nombre et d'anomalies de structure. Le syndrome de Klinefelter était l'anomalie chromosomique la plus fréquente dans notre série, avec un taux de 46%, suivi par les translocations robertsoniennes, les translocations réciproques et les anomalies de structure du chromosome Y. Donc, le syndrome de Klinefelter qui constitue l'anomalie la plus fréquemment retrouvée chez 18 patients, représentait donc 4% des anomalies quantitatives du spermogramme et il était retrouvé chez 6,9% dans les azoospermies. Donc, le cariotype était homogène dans la majorité des cas, montrant la présence d'un chromosome X surnuméraire. Et dans 22% des cas, ce type de cellules était en mosaïque, soit avec des cellules normales 46XY, soit avec des cellules à 48 chromosomes et 3 chromosomes X. Donc, pour les patients qui avaient des données cliniques et biologiques disponibles, la zoospermie était présente dans toute cette population de patients Klinefelter, avec une élévation de la FSH et des testicules hypotrophiques. Une déficience intellectuelle était retrouvée chez 2 patients et des troubles anxiodépressifs également chez 2 patients. Ce sont des troubles qu'on voit fréquemment chez les patients avec un syndrome de Klinefelter. Un patient de la série présentait une tumeur du sein qui est donc il existe une prédisposition au cancer du sein pour les patients avec un syndrome de Klinefelter et un autre patient présentait un EuroB7. Donc, du moment qu'on a posé le diagnostic de syndrome de Klinefelter, on a adressé le patient pour une évaluation globale et on a indiqué une surveillance rapprochée vu le risque de syndrome métabolique, vu le risque de complications thromboemboliques, cardiovasculaires et maladies auto-immunes. Qu'en est-il de l'infertilité en cas de syndrome de Klinefelter? Donc, contrairement à ce qu'on le croyait longtemps, une fertilité est possible chez les patients avec un syndrome de Klinefelter et les recommandations actuelles préconisent de réaliser rapidement dès le diagnostic une biopsie testiculaire et une cryoconservation parce qu'il y a une altération rapide et de la qualité avec une hyalinisation des testicules. Et le facteur H, c'est un facteur pronostic pour la fertilité. Il ne faut pas oublier de donner un conseil génétique pour ces patients en cas de fertilisation, puisqu'il y a un risque d'aneuploïdie. Donc, le mieux serait de réaliser un diagnostic pré-implantatoire, sinon un diagnostic prénatal. Les translocations robertsoniennes étaient présentes chez 6 patients. Il s'agit donc d'un échange de matériel chromosomique entre 2 chromosomes acrocentriques qui sont les chromosomes 13, 14, 15, 21 et 22, ce qui donne donc une perte apparente d'un chromosome avec une formule chromosomique à 45 chromosomes. Donc, des antécédents familiaux d'infertilité étaient présents chez 4 patients parmi les 6 avec cette anomalie. Et pour le phénotype spermatique, il était sévère dans tous les cas. Des translocations robertsoniennes entre chromosomes autosomes ont été retrouvées chez 5 autres patients avec un phénotype spermatique sévère. Des translocations apparemment équilibrées également du chromosome Y avec un autre chromosome autosome a été retrouvé chez un patient qui avait un phénotype sévère d'azoospermie, un antécédent familial d'infertilité chez le frère
mais le point de cassure sur le chromosome Y n'a pas impliqué la région AZF. Donc on a complété par une recherche de microdélétion AZF qui n'était pas présente. Donc c'est probablement l'anomalie chromosomique seule qui explique ce phénotype, donc cette azoospermie. Donc comment les translocations apparemment équilibrées pourraient-elles impacter la spermatogénèse? Ça peut être expliqué par 3 mécanismes. D'abord, l'existence d'un dérivé de translocation pourrait empêcher l'appariement normal des chromosomes au moment de la méiose, ce qui va entraîner un arrêt de la méiose et un arrêt de la spermatogénèse. Le deuxième mécanisme, c'est les déséquilibres des chromosomes impliqués dans la translocation, donc des aneuploïdies, des trisomies, des monosomies complètes de chromosomes pour les chromosomes acrocentriques ou bien des duplications et des délétions partielles pour les autres chromosomes. Donc, ça va donner des spermatozoïdes qui sont déséquilibrés, aneuploïdes, donc qui sont voués à l'apoptose, ce qui pourrait expliquer la zoospermie. Et le troisième mécanisme, c'est l'effet interchromosomique, puisque l'existence d'une anomalie chromosomique au niveau de la cellule germinale peut altérer les autres chromosomes qui ne sont pas concernés par cette anomalie-là, ce qui va donner des gamètes déséquilibrés et une apoptose. Donc, nous avons pu donner, après le diagnostic positif, un conseil génétique pour ces patients porteurs de translocation équilibrée. La biopsie testiculaire était indiquée puisque le phénotype au niveau histologique était variable, donc il n'y a pas de corrélation avec le phénotype histologique. Et en cas de réussite de l'ICSI, on a conseillé les patients de réaliser un diagnostic préimplantatoire, à défaut un diagnostic prénatal, pour éviter donc, le transfert d'un embryon présentant un déséquilibre des chromosomes impliqués dans l'anomalie chromosomique ou bien porteur d'autres aneuploïdies. Sans oublier le risque de disomie uniparentale pour les chromosomes 15 et 14 qui pourraient être responsables de troubles neurodéveloppementaux sévères chez l'enfant. Il ne faut pas oublier également de donner un conseil génétique pour la famille par le dépistage des personnes porteuses de la translocation, donc en l'occurrence la fratrie du cas index qui est sujette également à ces 3 types de déséquilibre. On a trouvé un seul cas de translocation réciproque entre le chromosome Y et le chromosome 15 chez un patient qui avait une formule chromosomique apparemment avec une monosomie X. Mais avec l'exploration, avec la technique de Fish et la recherche du gène SRY, on a trouvé qu'il était inséré sur le bras court du chromosome 15. Donc, cette anomalie était responsable d'une délétion d'une partie de la région AZFB et de toute la région AZFC, ce qui explique la zoospermie chez ce patient-là. 2 patients présentaient un trouble du développement sexuel, DSD. Le premier avait un karyotype de formule féminine, 46XX, mais vu le morphotype féminin, on est allé rechercher le gène SRY qui était amplifié par PCR et on l'a recherché sa localisation par Fish. Il était transloqué sur un chromosome X. Le deuxième patient avait une formule chromosomique en mosaïque avec des cellules normales 46XY, des cellules XX et des cellules avec une monosomie X. Il s'agit d'une conséquence d'une malségrégation mitotique. Et donc là, le morphotype est masculin avec une hypotrophie testiculaire des organes génitaux internes masculins. Et la biopsie testiculaire est indiquée chez ce patient pour 2 raisons. D'abord, pour pouvoir réaliser une ICSI. Et la deuxième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est de rechercher une dysgénésie gonadique au niveau des gonades, vu le risque de dégénérescence et de gonadoblastome chez ces patients-là. On passe maintenant aux anomalies moléculaires, donc les microdélétions du chromosome Y. Elles ont été retrouvées chez 13 patients avec un pourcentage de 3,4%. Donc l'apport diagnostique était de 5% dans les azoospermies, ce qui correspond à peu près aux séries déjà rapportées. La délétion de la région AZFC était la région donc, la plus fréquemment délétée chez la majorité des patients avec un taux de 54%, suivi par les délétions emportant la région AZFB et AZFC.
et par la suite la région AZF-B. Donc il existe une forte corrélation génotype-phénotype pour les microdélétions du chromosome Y, d'où l'intérêt de la réalisation de ce test-là pour pouvoir prédire le phénotype au niveau histologique. Donc, contrairement aux microdélétions qui concernent les régions AZF A, B, C, les délétions B et les délétions BC qui s'accompagnent d'un mauvais pronostic, là, la biopsie testiculaire est contre-indiquée. Pour les patients qui avaient une microdélétion concernant uniquement la région AZF-C, il y a des chances de réussite de la PMA. Donc, on conseille les patients de réaliser une biopsie testiculaire à la recherche d'une spermatogénèse résiduelle, tout en insistant sur le conseil génétique, puisque là, en cas de réussite de la PMA, il y a un risque de transmission de l'infertilité au fœtus. Donc, la recherche de la mutation du gène NR5A1 a été réalisée sur un petit groupe de 51 patients et un seul présentait la mutation hétérozygote au niveau de l'exon 4. Il présentait un phénotype avec une azoospermie, le même phénotype déjà rapporté chez un patient égyptien. Peut-être qu'il existe un effet fondateur pour ce variant-là. Donc, au total, pour les anomalies quantitatives du spermogramme, avec le karyotype, la microdélétion de l'Y et la mutation du gène NR5A1, nous avons pu confirmer le diagnostic dans 11,7%. Et le taux de confirmation diagnostique était plus élevé lorsque l'anomalie quantitative était plus sévère pour la zoospermie, donc avec un taux de 15,38%, contrairement aux oligospermies avec un taux diagnostique de 3,2%. Qu'en est-il des tératozoospermies? Donc, pour la macrozoospermie, nous avons pu explorer sur le plan génétique 5 patients parmi donc 8 patients parmi 9, et 5 avaient le variant récurrent au niveau de l'exon 3 du gène ORCC. Bon, pour les patients positifs qui avaient avec eux le résultat du spermogramme, donc on a retrouvé un taux minimum de macrozoospermie de 80%. Donc plus le taux est élevé de macrozoospermie, plus il y a des chances de retrouver une mutation. Donc c'est un gène responsable donc, de l'appariement chromosomique pendant la méiose et responsable également de la séparation du cytoplasme au moment de la méiose. Donc en cas d'altération, en cas de mutation, il va y avoir la création d'une protéine tronquée dans son domaine important. Donc, il va y avoir un défaut de localisation et de fonction de la protéine, d'où l'aspect désorganisé du fuseau mitotique et le misappariement des chromosomes au moment de la méiose, ce qui va créer des spermatozoïdes macrocéphales avec un contenu chromosomique anormal, généralement une tétraploïdie et un aspect multiflagellé. Donc, le taux diagnostic de la mutation récurrente était de 62,5% dans notre série. Il était de 85% dans la littérature. Pour les patients négatifs, il est justifié de rechercher la deuxième mutation plus fréquente. C'est une mutation européenne, la Y248, qui a été rapportée avec une fréquence de 13%. Et en deuxième temps, lorsqu'il n'y avait pas la mutation au niveau de l'exon 6, il serait judicieux de compléter par le séquençage complet de tout le gène. Ceci va permettre de donner un diagnostic positif dans plus de 83% des cas, à condition que le taux de spermatozoïdes macrocéphales soit supérieur à 70% et d'avoir une numération de spermatozoïdes supérieure à 1 million. Donc, en absence de mutation au niveau du gène ORCC, là, on va pouvoir permettre le patient de réaliser une ICSI, puisqu'en cas de mutation, il y a une contre-indication vu le risque d'aneuploïdie, tout en surveillant la grossesse pour ces patients qui n'ont pas de mutation confirmée. Et pour le seul patient qui était exploré pour le gène DPY19L2 qui présentait une globozoospermie, on n'a pas retrouvé de réarrangement de ce gène-là.
Donc, c'est un gène qui est impliqué dans la majorité des cas de globozoospermie, donc dans 60 à 83%. Et dans la population tunisienne, c'est une délétion de 200 kilobases qui a été retrouvée chez des patients avec une globozoospermie de 100%. Donc, il est peut-être justifié de réaliser chez ce patient un séquençage complet du gène à la recherche de variants ponctuels, sinon de passer à un panel de gènes pour explorer le reste des gènes qui sont impliqués, comme décrits comme impliqués dans la globozoospermie. Donc, au total, avec les outils cytogénétiques et moléculaires, nous avons pu confirmer le diagnostic chez 58 patients, ce qui correspond à un taux diagnostic de 12,4%. Donc, pour les anomalies quantitatives du spermogramme, le taux diagnostic était de 11,7% et pour les tératozoospermies, il était de 38%. Malheureusement, 88% de la population étudiée n'avait pas de diagnostic génétique. On va quand même voir ce qui se fait ailleurs, en Tunisie, pas dans l'autre laboratoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre phénotype très fréquent, à savoir la zoospermie obstructive due à l'absence des canaux déférents. Et là, le gène responsable, c'est le gène de la mucoviscidose, CFTR. Donc là, en l'occurrence, le variant récurrent, c'est celui de la mucoviscidose, le delta F508, qui doit être recherché en premier lieu. Sinon, un séquençage de l'ensemble du gène devrait être réalisé pour explorer ces patients-là. Et en cas de variant au niveau du gène CFTR, il ne faut pas oublier de donner un conseil génétique aux patients. Il faut passer par l'étude de la conjointe pour voir si elle est porteuse hétérozygote d'un variant au niveau du gène CFTR, vu le risque de transmission homozygote chez le bébé, donc qui est à risque de développer une mucoviscidose. Qu'est-ce qui se passe en dehors de nos frontières? Donc, les recommandations actuelles préconisent de prescrire le karyotype, la recherche de la microdélétion de l'Y et de l'étude du gène CFTR uniquement. C'est ce qu'on retrouve dans les recommandations actuelles. Ceci donc, va donner que 40% des patients sont exclus. Donc, pour combler ce gap diagnostique, plusieurs études se sont penchées sur l'implémentation des nouvelles techniques de séquençage de nouvelles générations dans la fertilité masculine, donc soit avec l'utilisation de panels de gènes, là où on explore uniquement les quelques gènes connus responsables du phénotype en question, ou bien un séquençage de l'exome entier, c'est-à-dire qu'on va séquencer l'ensemble des exons de tous les gènes connus codant pour des maladies humaines. Et si on suit l'évolution de l'utilisation des tests génétiques dans l'exploration de l'infertilité masculine, on va trouver que depuis les dernières années, il y a une ascension de l'utilisation du séquençage de nouvelles générations, en l'occurrence les panels de gènes et le séquençage de l'exome entier. Donc pour les panels de gènes, leur implémentation est possible grâce à la découverte de nouveaux gènes impliqués dans les différents phénotypes spermatiques. Donc on retrouve un grand nombre de gènes pour différents phénotypes qu'on pourra explorer par ces panels-là. Donc par rapport à l'apport du karyotype et de la microdélétion de l'Y, qui ensemble donnent un taux diagnostic inférieur à 20%, l'implication des panels de gènes, donc l'apport n'est pas très connu, puisque les équipes qui utilisent le séquençage des panels de gènes, donc le nombre de patients est variable, également le nombre de panels de gènes impliqués dans le panel est variable, et il reste beaucoup de gènes qui ne sont pas connus pour différents phénotypes spermatiques. La place pour le futur est très probablement pour le séquençage de l'exome entier, qui va donner un taux diagnostic de 19%. Donc l'apport a été confirmé pour les différentes anomalies morphologiques et quantitatives par la découverte de nouveaux gènes impliqués. Et donc si on suit l'évolution de l'implémentation des techniques
génétique dans l'exploration de l'infertilité masculine, on va trouver qu'il y a de la place, pour le séquençage de nouvelles générations au cours de ces dernières années, avec une découverte d'un nombre important, ascendant, de gènes impliqués dans les différents phénotypes. Le challenge qui reste, c'est de confirmer l'implication médicale de ces gènes découverts, puisque c'est pas tout ce qu'on trouve va être responsable du phénotype expliqué. Donc, il faudra confirmer l'implication clinique des gènes retrouvés et des variants, des gènes candidats, avec les outils de biologie moléculaire et avec les modèles animaux. Donc, en conclusion, avec les tests génétiques dont on dispose dans notre laboratoire, nous avons pu apporter un diagnostic génétique dans 12,4%, ce qui nous a permis de prescrire une prise en charge et un conseil génétique adapté. Le karyotype avec la fiche comme technique complémentaire a donné un taux diagnostique de 8,3% et la microdélétion du chromosome Y a un taux diagnostique uniquement de 3,4%. Donc le karyotype plus la microdèle de l'Y nous permettent de diagnostiquer une partie des patients, donc uniquement 11,13%, d'où la nécessité d'une exploration moléculaire plus exhaustive. Donc, le mieux serait de réaliser un exome pour les patients sans anomalie identifiée. Donc, on espère pouvoir faire profiter les patients de la nouvelle plateforme de séquençage de nouvelles générations qui a été installée au service de génétique à l'hôpital Charles-Nicolle. Donc, la suite de ce travail serait de collecter les résultats en PMA pour les patients étudiés pour permettre une meilleure corrélation génotype-phénotype. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier tous les membres de l'équipe qui ont contribué à la réalisation de ce travail, ainsi qu'à tous nos collaborateurs. Merci.